J'ai choisi d'intituler cet échange avec vous avec ce titre-là, l'apprentissage de la géographie, quel potentiel pour l'interdisciplinarité. Alors, j'aimerais juste dire que je suis géographe de formation, originaire du Maroc, mais ça faisait déjà 25 ans que je suis au Canada et j'ai débuté ma carrière d'immigrante adoptée au Québec, donc à l'Université Laval. J'ai déjà enseigné les sciences humaines au Maroc. Puis avec ma formation que j'ai entamée au Maroc, puis la maîtrise et le doctorat, je suis devenue didacticienne de géographie. J'enseigne à l'Université de Moncton depuis 2005. Et dans le cadre de ce poste-là de professeur agrégé, ça fait 2 ans que je dirige le CRDE, qui est le Centre de recherche et de développement en éducation. Donc, comme professeur, j'enseigne au premier cycle où j'ai déjà enseigné donc la didactique de la géographie au secondaire, la didactique de l'histoire au secondaire, la didactique des sciences humaines au primaire, et j'ai déjà enseigné l'éducation aux droits humains pour les 2, primaire et secondaire. C'est un cours à option celui-là, malheureusement. Au 2e cycle, j'enseigne l'intégration des savoirs. Donc c'est un cours qui porte sur l'interdisciplinarité. Et je médiatise, présentement je suis sur le point de terminer un cours médiatisé sur multiculturalisme et école. Puis j'ai déjà enseigné méthode de recherche qualitative. J'aimerais bien faire quand même inviter, ça veut dire les étudiants à se présenter, tout le monde à se présenter, à me dire c'est quoi son domaine d'études, son domaine de spécialisation. En commençant par monsieur. Oui, moi je suis Grégory Ulysse, je suis au doctorat et je fais une thèse en co-tutelle entre l'Université Paris 8 et l'Université de Sherbrooke. Je travaille sur la thématique des manuels, de la production des manuels d'histoire. Et je peux dire que déjà c'est une conférence, un débat qui va m'intéresser parce que je pense qu'entre la géographie et l'enseignement de l'histoire, ça peut avoir un certain impact sur l'éducation à la citoyenneté. Et déjà, ça figure là. Donc, c'est avec intérêt que je vais participer et écouter. Parfait, merci. Moi, je m'appelle Chimie Mana Josélie. Je suis au doctorat en didactique de la physique. Oui. Intéressant, chantez. Madame Adir, j'ai appris votre nom. Déjà, s'est présentée. Oui, mais j'oublie dans quel domaine vous travaillez. Didactique des sciences? Non, de la technologie. Ok. Mon projet de essentiel de conception. Ok. Enchantée. Je suis Vincent Beltaille, je suis professionnel de recherche. J'ai fait ma maîtrise sous-créance en didactique des sciences. Ok, enchantée. Bonjour, comme Agui, je suis en doctorat en didactique de mathématiques. J'ai fait ici parce que quand j'étais au lycée, j'aimais beaucoup la géographie, l'histoire, donc c'est un peu comme ça fait chaud au cœur. En privé, parce que je continue à lire beaucoup sur l'histoire, donc je pense que les deux sont inséparables. Pour bien connaître la géographie, il faut connaître l'histoire. Donc je pense qu'on peut discuter un peu la nature, je pense, interdisciplinaire de la géographie et de l'histoire. Ouais. Donc on va discuter. Merci beaucoup. Merci. Merci d'être là. Tia Gado, je suis professeure depuis 5 ans ici à l'Université de Sherbrooke. Je travaille sur les apprentissages professionnels, donc à l'interface entre la formation et le travail. Okay. Les deux, apprentissage, information, apprentissage et travail, les relations entre les deux. Par contre, j'ai fait ma thèse de doctorat sur l'apprentissage d'un instrument de travail qui était la cartographie numérique. Voilà. Et si j'ai un système d'information géographique. Oh mon Dieu. Donc ça serait pas éventuellement, certainement un objet que je ressortirais après une pause bien méritée de 5 ans. On a besoin de ça. On a vraiment besoin. Mais j'ai hâte de relancer, de ressortir le thème. On peut en parler. Absolument.
Donc, je suis déjà présentée. Donc, Parfait. j'imagine que tu me connais assez. Oui, oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là. Je voulais juste, ça veut dire, la partie de présentation, de vous dire un peu sur quoi je travaille au niveau de la recherche, quels sont mes intérêts. Donc, comme didacticienne de géographie, je m'intéresse beaucoup au raisonnement géographique. Donc, puis je m'intéresse à l'interdisciplinarité entre géographie, histoire et français. Pour certains des moments, on va parler de littérature et l'intégration des géotechnologies. Donc, ça rejoint un peu ce que vous venez de dire. Je m'intéresse à l'enseignement et apprentissage de la carte en termes d'habilité cartographique et en termes de pratique enseignante aussi. Donc, puis la place de la carte dans les manuels scolaires. Si on a beaucoup de cartes dans les manuels scolaires, ces cartes-là, comment elles sont représentées, puis qu'est-ce qu'on fait avec pour faire réfléchir et raisonner l'élève. Et en didactique de l'histoire, je m'intéresse à l'enseignement et à l'apprentissage de l'histoire d'une manière générale. Et je m'intéresse à l'initiation de la pensée historique des élèves du primaire. Puis, comme je suis dans une petite université, et on n'a pas les moyens qu'on a dans des universités comme Sherbrooke et les autres universités du Québec, au niveau des subventions, j'étais obligée aussi d'aller chercher un autre créneau de recherche, celui de l'interculturel. Surtout que la région de la province du Nouveau-Brunswick, à mon arrivée en 2005, commençait à recevoir des nouveaux arrivants. Donc, ce n'est pas comme Québec, il y a une tradition dans l'immigration. C'était un phénomène qui perturbait un peu les écoles. Les gens ne savaient pas quoi faire avec des élèves qui venaient d'ailleurs. Donc, il n'y a pas mieux qu'un immigrant de travailler sur cet aspect-là. Donc, je me suis intéressée à ça, puis aussi parce qu'il y a de l'argent dans ce domaine-là. Et donc, comme professeur, on doit rapporter de l'argent à nos universités, on est payé pour ça. Donc, j'ai beaucoup aimé parce que c'est pas juste parce que c'était utilitaire, mais j'ai aimé aussi travailler sur ce volet-là. Donc, dans l'interculturel, j'ai travaillé sur la participation citoyenne, sur l'intégration sociale et scolaire des élèves immigrants et sur la relation école-famille immigrante et dernièrement l'établissement des réfugiés syriens. J'aurais aimé, par exemple, consacrer toutes mes énergies à la didactique de la géographie parce que je trouve que la géographie, on en a besoin. D'accord? Alors ici, mes objectifs pour ce court séjour au CRIAS, c'est d'établir des collaborations avec les collègues et de devenir membre associé du CRIAS. Merci pour la parenthèse active. Active, oui. Parce que ça ne m'intéresse pas juste de dire que je suis membre de CRIAS, mais je veux quand même avoir des choses concrètes avec les collègues. Alors, qu'apprend-on quand on étudie de la géographie? Là, j'ai quelqu'un qui a dit qu'il aimait la géographie. Qu'est-ce que vous aimez apprendre en géographie? Je pense que moi je sais pas jamais géographie et histoire parce que pour moi les deux sont liés. Ça peut être comme nouveau instrumental pour juste voir la géographie comme la science de lire des cartes, des échelles, etc. Mais je pense que ça va beaucoup plus loin que ça parce que quand on voit une carte, par exemple une région du monde, on apprend au niveau culturel, historique, des conflits parce que un des éléments que j'ai toujours retenu c'est quand George W. Bush bombardait l'Irak, on demandait à des États-Unis c'est où l'Irak, ils ne peuvent pas se situer alors qu'ils sont en train de faire la guerre là-bas. Donc ça a beaucoup marqué, ça montre à quel point des fois les gens sont ignorants et les politiciens et les politiques, ils peuvent jeter des bombes sur des gens alors que leur citoyens ne savent même pas c'est où ils sont en train de faire la guerre. Donc ça m'a beaucoup marqué. Je dis, là il faut combattre ça et la géographie, l'histoire, ça peut être des instruments. Bon, je suis en didactique des maths, mais
au niveau citoyen, on s'y critique, etc. Donc, à travers toutes ces, chacun a un peu son intérêt et son importance. En tout cas, intéressant. Je vous félicite pour cette perception que vous avez de la géographie. Ça veut dire, c'est au-delà de la localisation. Et parce que comme je suis d'origine vietnamienne, et à 11 ans, je suis allé vivre avec mes parents en Europe, et depuis 2009 au Québec, donc ça fait qu'à chaque fois je bouge beaucoup d'un continent à l'autre, j'ai comme une vision du monde. assez globale du monde, parce que avec les fuseaux d'horaire, des fois je parle avec ma famille, c'est 12 heures de différence, donc moi je sais bien situer où sont ma famille ou mes amis, alors que ceux qui ont juste grandi, par exemple au Québec, des fois on dit en Europe, ils ne savent pas c'est à combien de distance, et ils ont moins cette notion-là. C'est pas leur faute, là, c'est pas leur faute, mais des fois c'est intéressant parce que je vois que vous avez un rapport avec la géographie, que ce n'est pas tout le monde qui a ce rapport. Hein? Donc, très bien, vous avez mis le doigt sur le bobo qu'on a en Nord-Amérique, et on va en parler. Donc, qu'apprend-on quand on fait la géographie ou quand on étudie la géographie? Principalement, on va parler de lire l'espace. Dans nos manuels scolaires qui sont utilisés au Québec, comme ceux qu'on utilise les mêmes au Nouveau-Brunswick, parce que le milieu minoritaire francophone du Nouveau-Brunswick, il capte toujours ce que les Québécois font, puis on va les réutiliser pour ne pas refaire la roue, comme on dit. Et donc, le Québec, c'est la référence pour le Nouveau-Brunswick, le milieu minoritaire francophone du Nouveau-Brunswick. Donc, il y en a qui disent lire l'espace ou bien lire le territoire. Mais qu'est-ce que ça veut dire lire l'espace? Qu'est-ce que ça veut dire? Le territoire, quand on le lit, on mobilise des concepts, on mobilise des principes. Il y a même derrière l'organisation des territoires, des théories. Et donc, avec quoi on étudie l'espace ou le territoire? On l'étudie toujours à l'aide de textes, à l'aide de graphiques. Ça peut être des cartes, ça peut être des graphiques tout simplement, ça veut dire des différents types de graphiques, et à l'aide de ce qui est numérique, donc le chiffre. Ce sont 3 moyens d'expression géographique qu'on utilise. Et ces moyens d'expression, ils sont utilisés par d'autres disciplines, pas juste la géographie. Mais la géographie, on fait un usage spécifique à elle. Mais on apprend ces éléments-là, avec ces outils-là, tout en passant par un processus de réflexion et de raisonnement que certains didacticiens ont appelé étape 1, on décrit, parce qu'on doit observer et on doit décrire ce qu'on observe. Et après, on va essayer d'interpréter ou d'expliquer. Tel phénomène, où est-il? Ça, c'est la description. À tel lieu, pourquoi à tel lieu y a-t-il ce phénomène-là? Donc, il faut chercher la réponse. La ville de Sherbrooke, il n'a pas choisi ce site géographique pour être localisé d'une manière arbitraire. Mais il y a derrière ça un choix qui se base sur les attributs de ce milieu, du point de vue naturel. Et probablement, il y a une histoire aussi derrière qui a fait que les gens ont choisi ce site-là et ont fait cette ville qui est devenue Sherbrooke. Donc, on peut aller dans l'explication. Pourquoi la majorité des villes se trouvent à côté du littoral? À travers le monde, on est proche de la mer, avec tous les dangers que cela comporte avec les changements climatiques aujourd'hui. Donc, pourquoi ce site-là? Pourquoi la majorité sont à côté des rivières et des fleuves? Qu'est-ce que l'être humain cherche pour choisir cette localisation? Et à partir de là, on peut généraliser, on peut créer des modèles. Les modèles de l'établissement de villes et l'établissement des humains, pour qu'il y ait des régions qui sont surpeuplées, d'autres qui sont moins peuplées. Donc, qu'est-ce qui fait fuir les gens vers la côte? Donc, ça nous aide à nous comprendre comme êtres humains, qu'est-ce qu'on cherche. Donc,
Il y a un contexte par lequel est passé, ça veut dire depuis le 21e siècle, le début du 21e siècle, l'enseignement de la géographie, à l'instar des autres disciplines. Donc, c'est les réformes d'éducation. J'ai cité ici la réforme du programme d'études de géographie au Québec. C'était en 2001, nous c'était en 2005. On a attendu à ce que vous finissiez le travail, puis on a copié sur vous. Et On n'a pas attendu les erreurs. Non, on a copié, mais on n'a pas le même programme en termes de contenu. On a copié ce qu'on appelle les compétences ou les résultats d'apprentissage, mais on a adapté ça à d'autres contenus. D'accord. Alors, les 3 compétences que vous connaissez du programme de géographie, lire l'organisation d'un territoire, interpréter un enjeu territorial, construire une conscience citoyenne planétaire. Une fois, je travaillais avec mes étudiants la question de raisonnement géographique, puis il y a un étudiant qui m'a dit, Madame, lire l'organisation d'un territoire, est-ce qu'on est plus dans la description? Il a essayé de faire comme une corroboration. Interpréter un enjeu territorial, on est dans l'explication. Et construire une conscience planétaire, on est en train de généraliser. Mais j'ai dit, bon, c'est bravo, tu as fait des liens qui ne sont pas quand même absurdes. Alors, nos amis du Sud, les Américains, ont déjà commencé la réforme du programme de géographie depuis bien avant nous. Donc, en 1984, ils ont déjà produit un documentaire qui s'appelle Elementary and Secondary, ça veut dire Guideline for Geographic Education, Elementary and Secondary School. Ils ont déjà réformé la géographie, ils ont déjà commencé à dire il faut mettre en valeur la géographie parce que on en aura besoin dans le futur. C'est très important. Et parce que aussi, ils ont fait des sondages chez les Américains, puis ils ont trouvé qu'ils étaient pas mal ignorants de leur pays. Donc, ça, c'est une réalité. Et même, ça fait juste quelques années, ils ont refait les mêmes sondages, puis apparemment, pas beaucoup. La Commission internationale de l'éducation géographique, elle aussi s'intéresse à la question de raisonnement, puis elle insiste sur le raisonnement. Ça veut dire développer un mode de pensée chez les jeunes et non pas apprendre la géographie pour localiser les capitales de pays, les villes, les fleuves, les montagnes, etc. Mais aller réfléchir sur le pourquoi de la localisation et le pourquoi de cette organisation que les humains font à la surface de la Terre. Et donc, la Charte internationale de l'éducation géographique a été publiée en 1992 et en ce moment-là, il a insisté beaucoup sur l'importance du raisonnement géographique. Et en passant, la Commission de l'éducation géographique, la Commission internationale, a tenu son colloque cette année au Québec, à la ville du Québec. Il y avait International Geography Union qui a tenu sa conférence au Québec cette année. Il y avait même NCGE qui est le National Council of Geography Education, qui est un conseil américain. C'est la première fois qu'ils ont tenu leur conférence au Québec aussi. Alors c'était vraiment j'ai été là, j'ai pas vu de géographes, de gens qui s'intéressent à la géographie. Pas de géographes, mais de gens qui s'intéressent à l'éducation géographique, malheureusement. Donc ça, c'est pour dire que la géographie, c'est un parent pauvre du curriculum au Québec comme au Nouveau-Brunswick. Alors, au Nouveau-Brunswick, la géographie est enseignée en 9e année comme un cours obligatoire. 9e année, c'est le début du secondaire au Nouveau-Brunswick. À la 10e année, ils apprennent le cours d'histoire du monde. La 11e année, c'est l'histoire du Canada. Et la 2e année, ils ont l'histoire de l'Acadie à option et ils ont la géographie, un autre cours à option de géographie qui traite les enjeux. D'accord? Oui. Je peux poser une question? Oui. Quand vous dites que c'est un parent pauvre, est-ce que Histoire Géo sont comme au Québec, c'est-à-dire présentés dans un même domaine d'apprentissage, donc portés au secondaire par le même enseignant? Non. Ou ce sont des domaines qui sont séparés? Et si oui, combien d'heures
par semaine est recommandé par le ministère? Là-bas, c'est que le cours de géographie, il est enseigné dans une session. Par exemple, ils prennent l'automne, ils enseignent le cours de géographie tous les jours pendant 5 jours de la semaine. D'accord? Et ça se termine dans une session. Puis après, l'élève... Une session, c'est 5 jours? Pardon? Ça veut dire pendant une session, les élèves vont prendre le cours de géographie et chaque jour, ils ont un cours de géographie. Chaque jour, pendant une session. Mais la Ok. session en temps, c'est combien? C'est 4 mois. Ça veut dire de début septembre jusqu'au 23 décembre. Oui. Ça, c'est pas seulement une fois dans tout le parcours scolaire de l'élève. C'est le seul cours obligatoire de la géographie qu'on a. Puis après, en 10e, 11e année, puis il y a des élèves, parce que c'est pas tout le monde qui va choisir la géographie à option. Les élèves, ils terminent le processus, leurs études en secondaire, ils n'entendent plus parler de la géographie. Quand vient le temps de faire leur orientation, la géographie n'est pas dans le schéma. Dans le paysage. Puis on a un problème, c'est que à l'université de Moncton, les rapports de vice-rectorat, ils ont dit on n'a pas beaucoup de diplômés en géographie, ça serait bien de fermer ce programme. Donc ils ont imposé au personnel de changer quand même d'orientation. Puis là, ils sont en train de voir comment utiliser le mot environnement pour survivre. Pour recycler. Voilà. Et donc, vous voyez un peu la situation. Mais je sais ici que vous avez l'univers social, c'est quand même 2 années. Oui. C'est déjà beaucoup mieux que nous. L'univers social, c'est plus que 2 années. C'est tout au long du parcours, Oui. dès Mais, la 3e année du primaire jusqu'à Oui. la fin du secondaire. mais Mais le programme, ça veut dire, je veux dire, la géographie, l'univers social, il est enseigné quand même, ça veut dire, je parle du secondaire. ouais. Je sais qu'il est enseigné au primaire, la géographie. Le secondaire, c'est aussi Secondaire l'univers aussi. social. Ouais, Oui. même chose. Par contre, Mais il y a les cours d'histoire qui ont plus d'heures que C'est la ça. géographie. En C'est fait, dans c'est l'organisme. l'histoire géo. Mais les enseignants, je veux juste te dire, par Ouais. exemple, au secondaire, chez nous, les cours le didacticien, c'est un didacticien de l'histoire. Mais elle va enseigner un cours De didactique de la géographie. C'est donc le futur enseignant. Oui, Il a un cours. J'ai l'impression que c'est ça aussi au niveau des spécialistes en didactique de la géographie. On n'en a pas. Je ne sais pas. De ce que Sabrina dit, c'est qu'il n'y en a pas. Joanne qui était... Oui, Oui. mais ouais, c'est ça. Le cours de géographie au primaire, ça veut dire de la première année jusqu'à la 8e année, il est à l'intérieur de ce qu'on appelle les sciences humaines. Donc, sciences humaines et histoire, ça veut dire histoire, géographie, c'est les sciences humaines, d'accord? Donc, on a des cours, par exemple, 4e année, c'est le Nouveau-Brunswick, 3e année, c'est la région, 2e année, c'est le quartier, 1re année, c'est l'école. Quand on arrive à la 6e année, c'est le Canada. Quand on arrive à 7e année, c'est les civilisations anciennes. Donc la géographie, elle rentre avec l'histoire. 8e année, c'est le Moyen-Âge et la Renaissance. Donc la géographie aussi, il devient comme au service de l'histoire. Et en 9e année, c'est le cours de géographie, le même qu'on enseigne à l'univers social. Ça dépend comment on le présente. Est-ce qu'on le présente, est-ce qu'il y a des données qui permettent de départager combien de temps est accordé à la... Ça reste un découpage théorique quand même, Oui. ce qu'est la géographie ou ce qu'est l'histoire. Parce que vous avez dit, par exemple, la géographie au service de l'histoire, mais Coy, tout à l'heure, disait la géographie et l'histoire s'appellent mutuellement. Donc, il y en a Oui. une qui est au service de l'autre, mais l'une ne peut pas exister sans l'autre, si je traduis bien ta Oui, pensée. oui. Ça dépend comment on Dans un monde, c'est soit pas comme une perte ou comme un enrichissement. Dans un monde idéal, ils doivent être toutes les deux, ça veut dire on doit leur accorder quand même de la place. Avant d'aller, par exemple, traiter une guerre, disons, ça serait bien de voir aussi le territoire, où s'est passé, où s'est déroulée cette guerre. Hein? Puis voir un petit peu c'est quoi l'impact de territoire sur les résultats de la guerre. D'accord? Mais le problème, c'est que ce n'est pas ça la situation. Quand on arrive aux civilisations anciennes, et puis le programme de 8e année, Moyen-Âge et la Renaissance, les enseignants parlent d'histoire.
parle d'histoire plus que de géographie. Malheureusement, on dirait que la géographie devient comme secondaire. Et donc, c'est ça la situation. Les retombées, c'est sûr, on les ressent bien à l'université puisqu'il n'y a pas d'étudiants qui viennent s'inscrire en géographie, alors qu'au niveau de l'employabilité, la géographie offre beaucoup. On a besoin d'urbanistes, on a besoin de gens qui sont formés dans les géotechnologies, puisque aujourd'hui c'est devenu comme incontournable. Et donc, c'est quand même une situation. Au Québec, c'est sûr qu'on a l'univers social, mais on a plus de cours d'histoire. On a plus de cours d'histoire. C'est une question, moi je pense que c'est une question politique. D'ailleurs, on entend souvent la pensée historique, mais je n'ai pas entendu la pensée géographique avant toi. Et non, puis, on ne parle pas de pensée géographique. Ouais. Non, on parle de Non. raisonnement. J'ai aussi Oui. d'ailleurs une question là-dessus, mais je me réserve pour plus tard. oui. Mais, Et c'est ça. C'est vrai que c'est politique, vous avez raison. Oui. Au niveau du Québec, c'est politique. Moi, ça veut dire, si on compare avec l'Europe, la géographie, c'est un cours important. Et puis, quelle que soit votre branche, vous allez suivre un cours de géographie, même 1 heure, mais vous allez avoir ce cours parce qu'ils jugent que c'est important. On donne une importance à la géographie. Alors, raisonnement géographique, comme toutes les disciplines, et puis la didactique en témoin, la recherche en didactique en témoin, ça veut dire on s'oriente et on est orienté vers le développement d'un mode de pensée spécifique à la discipline. Et donc la géographie, elle a dit aussi, moi aussi j'ai mon mode de pensée. Et dans ce cas-là, mon mode de pensée ne devrait pas, ça peut être avec mais ça peut être avec ER, mon mode de pensée. Voilà, alors, comment faire réfléchir, raisonner l'élève géographiquement grâce à l'apprentissage de la géographie? Qu'est-ce que l'élève est capable de faire avec ce qu'il apprend en géographie? Est-ce que l'élève est capable de transférer des apprentissages géographiques à d'autres disciplines? Ça veut dire, si je dis, je vais faire apprendre à l'élève de raisonner, mais j'aimerais bien que l'élève utilise cette pensée-là dans d'autres disciplines, ou du moins il établisse des liens avec d'autres disciplines. Il y a beaucoup de chercheurs qui ont travaillé sur le raisonnement géographique, mais on a besoin ça veut dire de s'arrêter et de dire qu'est-ce que ça veut dire raisonnement? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Avant d'aller voir qu'est-ce que ça veut dire le raisonnement géographique. Ici, j'ai pris quelques définitions. Commençons par celle de Legendre qui dit « Raisonnement, c'est un processus qui consiste à enchaîner des assertions et des jugements de réalité pour aboutir à une conclusion. » Dodel, qui est didacticien de géographie, il a dit « Le mot raisonnement désigne ici l'activité intellectuelle, la plupart du temps non explicitée, qui consiste en une manipulation des données pour en produire de nouvelles. » Et Moline, qui est aussi didacticien de géographie, il dit « On appelle raisonnement une succession logique de jugements aboutissant à une conclusion. » Donc, entre les trois citations, je trouve que l'idée d'aboutir à quelque chose de nouveau, ça veut dire qu'on doit passer par un processus pour construire une nouvelle connaissance. Et je trouve ça intéressant parce que pour l'élève, si on le forme réellement à raisonner géographiquement, c'est pour l'outiller à lui-même produire des connaissances et à s'approprier ces connaissances géographiques, puis aussi à développer un regard, ce qu'on appelle un regard de géographe. Ça veut dire lorsqu'il regarde l'espace, il se poserait des questions, pourquoi, puis il va tenter de trouver des réponses. Et déjà poser des questions, c'est comme ça qu'on commence dans la pensée critique. Vous pouvez me corriger, ce n'est pas mon domaine, mais ça débute par le questionnement. Là, j'ai
résumer quand même dans cette figure-là deux propositions auxquelles j'adhère. Et donc, c'est une adaptation de ce qui a été proposé par un chercheur, Zgor, qui a fait une thèse de doctorat en Belgique, à l'Université libre. Malheureusement, c'est un doctorat qui n'a jamais été publié, donc il est resté dans les rangs, alors que c'est un travail vraiment de valeur. Et il y a aussi les propositions de comité en Geographic Education. Alors, pour comprendre un peu ce schéma-là, qui résume vraiment les composantes de raisonnement géographique, on va commencer par le centre. La géographie, comme les autres disciplines, produit des connaissances. Ces connaissances sont des concepts, sont des principes et des théories. Mais il produit aussi quelque chose que j'ai oublié d'ajouter, c'est des faits. On a beaucoup de faits géographiques. Donc, comment on produit ces éléments-là? On les produit en se basant sur 3 concepts fondamentaux qui structurent la connaissance géographique. Le premier concept, par excellence géographique, c'est la localisation. Il y en a qui parlent du sens du lieu. Il n'y a pas de sens de lieu, mais il y a le mot localisation. On localise les phénomènes, qu'ils soient humains ou physiques, on les localise quelque part. Ce concept de localisation, soit c'est une localisation relative, soit c'est une localisation absolue. Une localisation absolue, c'est quand je vais sur Google Earth, par exemple, je pointe un point, ça me donne les coordonnées avec des chiffres. Donc, on est dans des choses absolues. Mais si je dis, par exemple, la ville de St. John's se trouve sur, ça veut dire se situe à l'extrême est de Terre-Neuve, puis il donne sur l'océan Atlantique. C'est une localisation relative. Ça veut dire que je situe par rapport à d'autres phénomènes géographiques et par rapport à l'ensemble de Terre-Neuve, où est-ce qu'il est situé. D'accord? Donc, ça reste relatif. Je peux dire que telle ville se trouve au pied de montagne X, d'accord? Ou bien à côté de la rivière X. Donc, ça, c'est relatif. Mais quand je donne les coordonnées géographiques, ça, c'est absolu. Justement, les coordonnées, donc quand on dit absolu, c'est parce qu'il y a un repère commun. Oui. Qui est c'est quoi ce repère? Les coordonnées géographiques, on se base sur la longitude et la latitude. Donc c'est des coordonnées physiques? Oui, c'est des coordonnées géographiques que les géographes ont créées d'une manière... Donc, ils ne sont pas tangibles, mais c'est avec ça qu'on définit les réseaux, ça veut dire les fuseaux horaires. Donc, c'est la référence C'est conventionnel. C'est conventionnel, on fonctionne avec ça. Puis même les gens qui organisent plein de choses dans le monde, comme le transport aérien, tout ça, tout le monde fonctionne avec ça. C'est comme un peu quand on dit la température, c'est par rapport à un zéro. Voilà, tout à fait. Et donc, la localisation, si on regarde par exemple une carte, n'importe laquelle, si je prends une carte topographique, on va trouver une localisation, il y a 3 types. Localisation ponctuelle, sur une carte, une ville, dépendamment de l'échelle, peut être représentée par un point. Mais une route, une autoroute, un fleuve, il est représenté par une ligne, qui soit droite ou pas droite. Donc, on a une localisation linéaire. Et on a, par exemple, la localisation surfacique ou zonale, quand on a des surfaces, par exemple, couvertes par des forêts ou des surfaces de culture, du blé, etc. Comme exemple. Donc, ça, c'est pour la localisation. En géographie, il y en a qui appellent la géographie la science du lieu. The science of where. Oui. Donc, où sont les choses? Où est-ce que telle chose est localisée?
Alors après la localisation, on a la morphologie. La morphologie, ce n'est pas dans le sens physique de la chose, parce qu'en géographie, moi quand j'ai fait mon bac de géographie au Maroc, j'ai suivi des cours de climatologie, j'ai suivi un cours qui s'appelle géomorphologie pour étudier les formes vraiment, et la géologie, les formes de relief, tout ça. Mais là, la morphologie en termes de structure. Qu'est-ce que ça veut dire? On étudie la morphologie d'un lieu. Si je prends une ville, on étudie sa morphologie, on va voir sa forme. Est-ce que c'est une forme circulaire? Est-ce que c'est une forme carrée? Est-ce que c'est une... donc, il y a plusieurs formes de villes qui sont étudiées par les urbanistes. On va voir sa structure, comment elle est structurée. Et souvent, l'aménagement de territoire, donc on va voir que les moyens de transport aident à structurer une ville. Et il y a la taille. Donc, la morphologie d'un phénomène géographique est mesurable. Ça veut dire, je parle d'une ville, mais ça peut être un fleuve. Un fleuve peut avoir une profondeur, peut avoir une largeur, peut avoir une longueur. Donc, vous voyez la morphologie de quelque chose, c'est vraiment la forme, la taille et la structure. Et oui. Est-ce que dans ce cas-ci, est-ce que la construction ou l'objet naturel et l'objet humain sont vus de la même manière? Quand vous dites l'objet humain, vous pensez à quoi? Par exemple, quand, dans les exemples que tu viens de citer, tu as cité un fleuve, qui est une construction naturelle, mais une ville, c'est le produit d'une construction humaine. Mais la géographie les voit de manière... À chacun sa structure. Okay. Il y a une structure naturelle, il y a une structure que les humains ont créée. Okay. D'accord. Mais des fois, c'est l'érosion qui va créer une structure et qui va la modifier. Okay. Oui. Donc, le mouvement. Le mouvement, ça veut dire pour les géographes, tout ce qui est sur l'espace, ça veut dire c'est quelque chose qui est relié à autre chose, à travers les interactions, à travers les associations. Ça veut dire on n'est pas quand même dans un espace qui est statique, qui est mort, qui ne bouge pas. La ville, il bouge parce qu'il y a l'étalement urbain. Le fleuve, il bouge parce qu'il y a un débit, un mouvement. Donc, il y a même, si je prends par exemple les réseaux de communication, de transport, ça veut dire l'autoroute qui passe de l'est à l'ouest du Canada, il sert à faire interagir les provinces en termes de produits, en termes de déplacement de personnes. Mais les mouvements, ils ont une vitesse, puis ils ont une quantité. Donc, ça peut être la vitesse, ça veut dire d'un élément naturel, ça peut être un courant maritime, ça peut être la vitesse qu'on utilise dans un transport donné, avec ça peut être la quantité. Et on peut même ajouter aussi l'envergure d'un mouvement. Par exemple, je peux prendre l'exemple du rayonnement d'un journal. Je prends le soleil, par exemple. C'est quoi l'envergure du soleil comme journal lu au Québec? Cette envergure-là, où est-ce qu'il est intense? Donc, vous voyez, c'est quand même, le mouvement, c'est quelque chose qui a ses spécificités. Et tout ce que je vous dis là, ça relève de l'épistémologie de la géographie. Donc, ça prend vraiment de faire un regard sur la discipline, comment il se structure, comment il se produit. Donc, on est vraiment dans l'épistémologie de la géographie. Et le mouvement, il est dans le temps et il est dans l'espace. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si je vais sur Google Earth et je vais reculer à je ne sais pas, à 1960, je vais voir Sherbrooke au niveau de l'étalement urbain, comment ça a été, et je vais comparer avec 2018, comment c'est devenu. Combien de territoires ont été déboisés, puis on a construit des quartiers résidentiels. Donc ça me permet de voir que le mouvement dans le temps laisse des traces sur l'espace. Est-ce que le mouvement dans le temps, on ne peut pas dire que c'est l'histoire? Oui, c'est de l'histoire. Oui, c'est de l'histoire. Et c'est là où l'histoire... La géographie se l'approprie quand même pour certains... Oui. Pour certains il y a la géographie historique. De phénomènes étudiés. Oui.
comme l'histoire elle peut utiliser la géographie elle peut prêter. Donc, et il y a, ça veut dire le mouvement dans l'espace. Le mouvement dans l'espace, donc on se déplace d'un lieu à un lieu, d'un point A à un point B, mais dans le temps, c'est quand même, la trace, elle est plus, ça veut dire ça relève d'un certain nombre d'années. Et voilà, on prend juste par exemple l'érosion, ce qu'il fait comme trace dans les reliefs, ben, ça date depuis des centaines, sinon des fois des millénaires d'années. Et voilà, donc j'ai terminé. Ce sont ces 3 concepts. Lorsqu'on fait la géographie, on ne peut pas passer à côté de ces 3 concepts. On va les utiliser sciemment ou inconsciemment. Et donc, si vous regardez un peu, j'ai mis partout graphique, lettres, chiffres. Donc, qu'on traite ces 3 concepts, on les traite, mais à travers ces outils-là. Ces outils, ils sont partout. C'est nos moyens d'expression. Et bien sûr, la carte, c'est le moyen d'expression par excellence de la géographie. Une fois on a identifié ces concepts-là et on a identifié les moyens d'expression, il y a les opérations intellectuelles. Quand j'invite un élève de traiter, par exemple, on fait toujours des mises en situation avec nos élèves. Si je prends Navia Mané, le programme de l'univers social, on trouve des prétextes pour inviter les jeunes à réfléchir géographiquement. J'ai mis une mise en situation. Ton papa va déménager à Montréal parce qu'il a été muté dans son emploi. Et là, ta famille, il y a toi, il y a ta maman, il y a ta sœur, et il y a ton petit frère aussi. Et là, vous devez choisir où habiter à Montréal. Donc, vous avez des goûts différents et des besoins différents. Donc, le petit frère, il a besoin de parc pour aller jouer et se divertir après la garderie ou après l'école. Ta sœur veut être proche des petits magasins. Ton père veut passer moins de temps dans les moyens de transport, ou il veut avoir un logement qui coûte le moins cher parce qu'il n'a pas les moyens de... Même des fois, on demande à l'élève de... Voilà le montant. Ton père ne peut pas payer plus que 1 000 $. Alors 1 000 $, tu ne peux pas trouver dans un coin, ça veut dire abordable à Montréal. Et on peut même lui donner le quartier. Alors l'élève, pour résoudre ce problème-là et choisir un lieu qui pourrait convenir à l'ensemble de la famille, il a besoin d'aller d'abord voir Montréal, voir les quartiers de Montréal et voir où est-ce qu'il est le lieu de travail de son papa, puis les moyens de transport qui se trouvent, où est-ce qu'on peut trouver un logement avec ce montant que le père ne peut pas, ou les parents ne peuvent pas dépasser. Donc, ça donne des contraintes. Donc, l'élève, il doit aller observer la ville de Montréal et décrire ce qu'il voit. Une fois il a fait ça, il peut nous dire, je pense que tel lieu, c'est le mieux pour nous. Mais il doit justifier. Donc, il y a ici de l'interprétation. S'il choisit tel lieu, je dois m'expliquer pourquoi c'est le meilleur lieu pour votre famille. Donc, ce n'est pas juste un choix arbitraire, mais c'est un choix qui est fondé. Et à partir de ce travail-là, il va dire, quand on a une limite financière comme celle de mes parents, on ne peut pas habiter dans tel quartier. On peut habiter plus dans tel et tel quartier. Et là, il est en train de généraliser. D'autres familles qui ont le même niveau de revenus que nous ne peuvent pas habiter, ça veut dire au Mont-Royal.
mais peut-être on va trouver de la place facilement à Brossard, je ne sais pas. Mais on va passer beaucoup de temps dans le transport. Et donc vous voyez un peu, c'est comme ça qu'on apprend à l'élève de raisonner et de lire l'espace. Lire l'espace, c'est pour le comprendre et pour aussi se situer à l'intérieur. Ça, c'est un exemple, ça veut dire terre à terre, qui permet aux jeunes ça veut dire de faire l'exercice, de faire des choix, mais en passant par des opérations. Donc, en faisant ce travail-là, l'élève, il doit localiser, il n'a pas le choix. Oui. Je suppose que les réponses que les élèves vont sortir vont être très différentes. Ça peut dépendre de, par exemple, est-ce qu'ils mettent plus de poids sur le fait que c'est le père qui dit, c'est moi qui dis, je dois être comme à 10 minutes de marche. Ça se peut qu'ils disent, c'est le travail qui est le plus important parce que ça nourrit la famille. Donc, ça a combien de pourcentage de poids dans cette décision-là, alors que le magasinage de la sort, au pire, c'est pas très important. Ce qui m'embête, c'est la mère à PRI. Ouais. Oui, ça sort. C'est ça. Mais je veux dire que je pense que ça c'est intéressant pour voir les réponses et les justifications. Donc on a dit que pour avoir une conclusion, mais ça peut être vraiment... Oui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la question qu'il va me donner, mais c'est plus l'argumentation et le processus de raisonnement qu'il va m'offrir pour me dire, c'est ça qui m'intéresse. Mais oui. Je me demande, est-ce que tu as pu observer des élèves parce que moi je vois un peu un parallèle avec les sciences. Oui. C'est que la mise en situation, parfois on bloque dans la mise en situation, puis même si elle est potentielle, oui. Mais l'élève, lui, on n'atteint pas le raisonnement visé, par exemple, le raisonnement scientifique c'est-à-dire que le contexte, des fois, il dérive, il fait dériver les apprentissages. Par exemple, moi, je vois, il y a j'ai une classe en tête, là, l'enseignante voulait travailler avec ses étudiants la démarche de conception et pour amener le besoin de concevoir un produit non polluant, elle a amené une discussion sur les pollueurs et les pollueurs, sur toute la pollution. La discussion, tout le monde a dit son avis, il faut qu'on achète des autos, il faut qu'on arrête, parce qu'elle leur a dit, d'après vous, comment prévenir, mais finalement, ça n'a aucun rapport avec la pensée technologique, parce qu'à la limite, un ingénieur, lui, si on est vraiment d'un point de vue épistémologique pour la conception, lui, il a un cahier de charge. Donc, il part de là. Ils vont lui dire, on peut lui dire, tu vas nous construire telle chose qui répond à tel problème. Il n'y a pas besoin de faire l'environnement. Donc, elle a perdu 1 heure. C'est une perte. C'est une discussion. Pour moi, c'est une discussion. Ça dépend de la grille que tu mets dessus pour l'analyser. Mais c'est ça que je dis. Je dis, si l'objectif d'un cours sur la démarche de conception, c'est de faire la morale par rapport à la pollution, elle a réussi. Oui. Mais si, parce que dans les intentions d'apprentissage, elle dit que c'est la démarche de conception. Oui. Donc, mais parce que l'enseignant, lui, il est pris par les considérations des programmes, parce qu'il doit contextualiser. L'enseignant répond aux orientations du programme, il doit faire de l'interdisciplinarité, il doit rendre l'élève autonome, alors il doit motiver les élèves. Donc, toutes ces choses-là ont abouti à une mise en situation comme ça. Et donc, moi, je parle de la grille, là, c'est le point de vue didactique. Par rapport aux apprentissages. Une grille de pensée critique, peut-être qu'on aurait d'autres appréciations de ce qui est en train de se passer, je sais pas. Moi, ce que je voyais, c'est juste l'analyse de la distance. Ce que j'analysais, c'est juste la distance entre l'intention de l'enseignant et ce qu'il fait réellement. Et ce qu'il fait réellement. C'est juste ce que je regarde. C'est un bon point que tu soulèves, Fatima, parce que une mise en situation ou bien un problème qui fait objet de la mise en situation doit être bien posé et l'élève doit quand même avoir des consignes. Parce que moi, si je pose une situation comme celle-là que je viens de présenter,
je ne peux pas accepter que l'élève va me répondre comme ça. Parmi les limites, c'est qu'il doit avoir des preuves cartographiques. Il a accès à des outils. Ça peut être Google Earth ou Google Maps. Et il va je peux même faire comme contrainte de me créer une carte narrative qu'il va construire lui-même pour aussi aider à justifier son choix. Donc, il va me localiser où va travailler les parents, où va travailler ses parents, le choix qu'il a fait pour le logement, puis comment il va répondre, par exemple, aux besoins de sa sœur et de son petit frère. Tu vois? Puis ses besoins à lui. Tu vois? Donc, pour ma question, c'était parce que tu réponds ici, c'est la posture d'un enseignant qui est sensible aux enjeux didactiques. Oui. Mais moi, je parle de l'enseignant normal, avec la formation qu'on lui dispense. Ça, c'est juste. Ça, c'est la formatrice en raisonnement géographique. Oui. C'est pour moi, là, c'est comme j'appelle ça l'enseignant idéal. Mais nous, on est quand même dans les classes réelles. Oui, dans les classes réelles, des fois, tu n'as pas ça veut dire de contrôle. Tu peux juste observer. Et puis, des fois, c'est quelque chose... Je voulais savoir si tu as observé des choses en ce sens. Moi, sincèrement, j'ai pas fait de recherches qui vont me permettre d'observer ça. J'ai travaillé sur d'autres aspects que je pourrais vous partager parce que je trouve que on a un problème au niveau de développement de raisonnement géographique. Parce que la majorité des gens, ils ont une formation en didactique d'histoire. Oui. Ou bien ils ont un bac en histoire. Puis ils vont faire une mineure en géographie, puis ils vont aller enseigner les deux. Pourquoi? Parce qu'ils disent, dans le milieu, il n'y a pas beaucoup de demandes de la géographie. On enseigne la géographie juste en 9e année, une session, puis alors que l'histoire, il y a beaucoup de demandes. Parce qu'on l'enseigne pendant 3 ans. Successif. Juste pour être certain, est-ce qu'on est rendu à la période de questions ou vous avez d'autres diapos à présenter? J'ai plein de questions, mais si on commence à bouffer votre temps... Il n'y a pas de problème. Moi, je voulais juste... C'est juste... Oui. Je voulais juste quand même visualiser un peu certains aspects de la pensée géographique. Une des activités que j'ai faites dans un projet de recherche, c'est d'inviter les élèves de la 9e année, parce qu'on a les prairies canadiennes qui font partie du programme de l'univers social. Donc, j'ai choisi certaines localités des prairies, puis j'ai invité les jeunes à observer, puis à me décrire qu'est-ce qu'ils voient. Juste pour voir, ça veut dire au niveau de leur raisonnement, comment ils font la description, comment ils font l'interprétation. Il y en a qui se limitent à la description, il y en a qui vont arriver à la description. Donc, je leur demande d'observer cette localité en Alberta et je leur pose la question pourquoi il y a des formes comme ça. Il y en a des cercles, des fois c'est des carrés, des fois on a un cercle ici qui est divisé en 3. Donc, c'est les inviter à se poser des questions. Et puis cette ville-là, qu'est-ce qu'il a comme rôle, comme fonction? Donc à partir de l'observation du terrain et à partir de ce qui est écrit, ils peuvent aller sortir des remarques. Ça veut dire, on voit que par exemple, il y a pas mal de parcs pour le golf. Les gens de cette petite ville, ils aiment jouer au golf. Donc, est-ce que c'est le seul moyen de divertissement? Puis là, je veux les amener à voir quand même, ça veut dire à induire qu'ils sont dans un milieu qui souffre de la sécheresse. C'est un milieu agricole à risque. Et donc, petit à petit, ils ont travaillé à deux, puis ils ont commencé à se poser des questions, ils ont cherché, puis ils ont identifié que c'est vrai c'est une partie des prairies, c'est une région où il y a de la sécheresse,
Et puis ces cercles-là, c'est en lien avec le système d'irrigation. Puis lorsqu'on voit, il y a des cercles qui sont verts, d'autres qui ne sont pas verts, ils sont plus dans la couleur de la terre. Qu'est-ce qu'il y a dans ces cercles qui ont la couleur de la terre? Puis ils ont trouvé qu'il y a une stratégie utilisée par les agriculteurs pour couvrir le sol contre l'érosion éolienne. Donc, pour garder un peu l'humidité du sol. Donc, ils font de la paille mélangée avec de la terre, puis ils couvrent, ça veut dire les cercles qui ont été cultivés pour qu'il n'y ait pas du sol qui part avec le vent. Donc, pour moi, ça, c'est un exercice qui va leur permettre de développer l'observation géographique à travers un outil virtuel. Ça va les inciter aussi à décrire ce qu'ils voient et à induire un peu qu'est-ce qui se passe dans cette ville à partir de ce qui est écrit, les traces qu'on trouve sur le territoire. Puis ça les amène aussi à commencer à expliquer les formes qu'ils voient, à les interpréter. Donc, vous voyez, il y a une question de localisation, il y a une question qui touche la morphologie parce qu'il y a une question de forme et de taille ici. Et donc, il y a de l'interprétation et l'explication. Donc, là où il y a la sécheresse, on va trouver l'irrigation, mais est-ce que ça va prendre la même forme? Ça veut dire, si je leur demande d'aller dans la région du Sahel, en Afrique, d'observer le territoire qui souffre de la sécheresse, est-ce qu'on risque de trouver les mêmes formes ou bien on risque de trouver d'autres formes? Si les formes sont différentes, c'est quoi la technologie utilisée dans les deux territoires agricoles qui sont les fragiles? Donc ça amène le côté technologique qui rentre en jeu, ça veut dire, dépendamment de développement économique, on a accès à une certaine technologie et ça va faire en sorte qu'on va agir sur la surface de la Terre d'une manière différente. Mais pour arriver à un même but, celui de produire en agriculture. Vous pouvez toujours me poser des questions. Oui, il reste comme... Moi, j'aimerais ça, si on peut arriver au potentiel interdisciplinaire que... Oui, ben moi, je vous présente ceci pour que vous me dites, parce que j'ai préparé des questions pour vous autres, pour interagir avec moi. Oui. D'accord? Donc, je voulais juste vous dire que je vais passer... Ça, c'est une question intéressante. Vous voyez, c'est la base d'un modèle que j'ai développé pendant ma thèse de doctorat que j'ai faite sur la carte thématique, l'apprentissage de la carte thématique à l'école secondaire. D'accord? Et je me suis basée sur 3 éléments. Un modèle qui porte sur le raisonnement géographique, c'est le modèle de Sgor. Je me suis basée sur le langage cartographique, mais du point de vue épistémologique, ça veut dire la sémiologie graphique et surtout, ça veut dire l'école de Jacques Bertin, qui est un cartographe français ardu, mais il est décédé, ça fait un bout de temps. Et il y a la théorie de la sémiotique que j'ai empruntée de la linguistique. Tout ça, ça m'a aidé avec les 3 concepts que vous voyez ici, le référent, le signifiant et le signifié, à produire mon modèle. Vous voyez que moi, j'aime beaucoup les... C'est juste pour dire que, pour moi, la géographie, c'est un outil très précieux pour appliquer le raisonnement géographique et pour permettre à l'élève de raisonner géographiquement. Donc, la carte thématique, ça veut dire on peut la lire, on peut la construire, mais on peut aussi raisonner à travers cette carte-là. Donc je vais arrêter là pour laisser du temps aux questions. Mes questions pour vous, quel lien pourriez-vous établir avec la science géographique en tant que spécialiste d'une discipline?
comment la géographie pourrait apporter une contribution à la formation des jeunes en interagissant avec votre discipline? Y a-t-il des liens du point de vue de la démarche et des outils? Y a-t-il des outils géographiques que vous pouvez utiliser dans l'apprentissage de votre discipline?